Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce samedi 13 mai 2023, dont voici le sommaire. Le gouvernement du Burundi doit trouver un remède adéquat au problème des inondations répétitives qui hantent la population de la zone Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Rester main croisée face aux multiples dégâts causés par ces inondations est un signe éloquent que le gouvernement en place ne se soucie pas du bien-être de la population. Vous allez écouter au cours de cette édition Frédéric Bambougnon-Villa, qui suit dans le temps vice-président de la République. Au sommaire également, les patients qui fréquentent l'hôpital de Chankuzo déplorent le dysfonctionnement des services de cette structure sanitaire, un dysfonctionnement qui serait lié au manque du courant électrique. Au cours de cette édition, nous parlons aussi des parents des élèves de l'école fondamentale de Malawi en province de Chibitoke qui s'insurgent contre les contributions exigées par le directeur de la dite école. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, les patients qui fréquentent l'hôpital de Chankuzo déplorent le dysfonctionnement des services de cette structure sanitaire. Depuis un certain temps, les patients, y compris les cas d'urgence et les malades graves, sont renvoyés de l'hôpital. Le manque d'électricité serait la cause principale de ce dysfonctionnement. Le point avec Eric Nyonzima. C'est un grand problème à Chankuzo. Vraiment rien ne va. C'est la voix de désespoir dans des soins de la province Chankuzo. Depuis des jours, il y a un malade qui a besoin de soins à l'hôpital de Chankuzo. Il n'en trouve pas alors que sa maladie ne cesse de s'aggraver. Ce citoyen de Chankuzo ne sait pas où perdre la tête. L'enfant va tellement mal et le comble de malheur, on n'a pas encore été admis à l'hospitalisation pour qu'au moins le malade puisse bénéficier de l'injection de sérum. Il n'y a pas de courant électrique, ce qui fait que l'hôpital ne peut faire aucun examen. Absolument, il ne se fait rien ici. La situation est d'autant plus compliquée que même les mères qui accouchent ne sont pas accueillies à cet hôpital. Le grand problème, selon les habitants de Chankuzo, c'est l'électricité. La province connaît des coupures répétitives alors que le groupe de l'hôpital est en panne depuis des jours. Les malades qui ont été consultés par le docteur sont rentrés comme ils étaient venus. Ils n'ont pas pu faire des examens prescrits par le docteur. Le groupe électrogène de l'hôpital est tombé en panne et les responsables ont croisé les bras. Les femmes qui viennent pour des accouchements ne sont pas également les bienvenues. On les renvoie soit à Ruyigi, soit à Muyinga. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le département de santé en province de Chankuzo. Des informations en provenance de la province de Chankuzo indiquent que la province peut passer 2 à 4 jours sans courant électrique. Et quand il revient, précise notre source, c'est-à-dire le temps de la rosée. Merci à toi, Eric Nyonzima. Le gouvernement du Burundi interpelle les sociétés privées ayant engagé des personnes qui ont été démises de leurs fonctions par l'État pour faute grave de procéder immédiatement à la résiliation de leurs contrats afin de maintenir de bonnes relations avec le gouvernement. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. Selon le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, les sociétés ou entreprises qui refuseront de s'exécuter se verront perdre leur partenariat avec l'État. Suivez plutôt Prosper Ntagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement du Burundi. Dans l'accomplissement de ces différentes missions, le gouvernement de la République du Burundi conclut des contrats de fourniture de biens et services avec certaines sociétés privées. Il se remarque néanmoins des surfacturations ou des retards dans l'exécution des marchés. Il arrive même que les marchés ne sont jamais exécutés, mais pour lesquels des paiements sont demandés ou des doubles paiements sont effectués avec la complicité de certains fonctionnaires
fonctionnaires de l'État. Cette complicité est due au fait que certains fonctionnaires ou cadres de l'État sont des actionnaires de ces sociétés, ou occupent des fonctions de consultants ou entretiennent des rapports privilégiés avec les responsables de ces sociétés, ce qui nuit aux intérêts de l'État. Des sanctions ont été prises pour enrayer ce phénomène et certains fonctionnaires ou cadres de l'État ont été destitués. Malheureusement, on constate que ces sociétés engagent ces fonctionnaires défaillants dans leurs entreprises après leur limogeage et maintiennent leur partenariat préjudiciable à l'État. L'État du Burundi considère que cette forme d'engagement est une rétribution pour les services que ces personnalités ont rendus aux sociétés qui les engagent. Cette société risque de continuer de nuire à l'État avec cette personne qui est un ancien employé de l'État. Afin de protéger les intérêts de l'État, la note propose qu'une société qui engage ou entretient des relations d'affaires avec une personne qui a été limogée par l'État pour manquement grave, pour atteinte à l'économie nationale, ne puisse plus continuer à entretenir un partenariat avec l'État. Après analyse de la note, le Conseil des ministres a approuvé cette proposition et a recommandé en outre d'exiger aux sociétés qui ont engagé des personnes qui ont été destituées, licenciées, démises et ou limogées de leurs fonctions par l'État pour manquement grave, de résilier sans délai leur contrat si elles souhaitent maintenir un partenariat avec l'État. Exiger des sociétés qui gagnent des marchés publics de montrer l'utilisation faite de l'argent gagné consécutivement aux facilités obtenues de la part de l'État, car il se remarque de plus en plus que cet argent est investi dans d'autres pays pour certains. C'était Prosper Ntahogwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement du Burundi. Les autorités burundaises devraient bien organiser le secteur des marchés publics et les lois régissant les sociétés privées. Ce dimanche, la réaction d'une ancienne présidente du syndicat SEB, après que le secrétaire général du gouvernement ait demandé aux sociétés privées ayant engagé des personnes destituées de leurs fonctions par l'État de résilier leurs contrats. Elali Nivizi indique que le secteur des marchés publics est caractérisé par des magouilles orchestrées par les plus hautes autorités qui donnent souvent des marchés à ceux qui exigent des sommes colossales. Elle précise également que le statut des fonctionnaires de l'État s'applique seulement sur ceux qui sont encore en fonction. La mesure du gouvernement du Burundi d'empêcher les sociétés privées d'engager des fonctionnaires qui ont été révoqués suite à une mauvaise gestion des questions de marché public. Et là, c'est une mesure qui est peut-être isolée, mais qui devrait être prise de manière complète et conformément à la loi. Normalement, le statut des fonctionnaires ne prévoit pas que le fonctionnaire se soit poursuivi dans son domaine privé. Même les sous-contrats, ceux qui travaillent dans le secteur para-étatique, le Code du travail s'applique à ceux qui sont assujettis à ce code. Normalement, quand un fonctionnaire est défaillant, quand il est chargé d'un service et qu'il ne l'exécute pas comme il faut, qu'il y ait une décision pour le révoquer, il devrait être révoqué sur base d'un dossier bien établi. Et là, il devait y avoir une loi précise bien l'ampleur de la sanction et les limites. Il faut que la réglementation soit claire, que ce ne soit pas une question de règlement de compte. La mesure, elle seule ne suffit pas parce que le domaine des marchés publics est un domaine vraiment qui souffre beaucoup de la corruption, des conflits d'intérêts, où les décideurs, les directeurs généraux, les ministres, ils ont créé des sociétés fictives qui n'existent que pour gagner des marchés. Et dans chaque département, la personne qui est chargée des marchés, on trouve que c'est la personne qui a des relations proches avec le décideur et il est là pour représenter le ministère au niveau de l'attribution des marchés. Ils arrivent même à changer le procès verbal d'attribution des marchés, à attribuer le marché à celui qui n'a ni l'expertise, qui n'est pas compétitif ni au niveau de l'offre financière, ni au niveau de l'offre technique. Et souvent, il y a surfacturation, comme ils disent, parce qu'ils savent bien qu'une part va bien sûr être utilisée par la société gagnante, partagée entre le fonctionnaire affecté au marché
mais aussi son patron, le décideur qu'il a nommé à ce poste. Il y a souvent conflit d'intérêts. Au niveau du Burundi, c'est dommage que les organisations de la société civile dénoncent régulièrement les attributions irrégulières de marchés, des marchés qui sont gagnés, qui sont payés, mais qui ne sont pas exécutés. Il y a toute une série de défaillances. Alors, il faut que ce domaine des marchés soit analysé de manière froide, de manière objective, non seulement par le Conseil des ministres, mais aussi par des équipes indépendantes qui constatent les irrégularités, qui proposent des solutions. Parlons éducation à présent. La mesure est de garder les élèves jusqu'à 20h en province de Makamba fait parler toujours d'elle. En commune de Mabanda, à l'école fondamentale Mabanda 1, les parents s'indignent des contributions en rapport avec cette mesure dont ils sont obligés de payer ces derniers jours. À cela s'ajoute un semblable de détournement de ces contributions qui d'ailleurs sont données involontairement. Le point avec Roger Divermesh. Une catégorie des élèves de différentes écoles situées dans la province de Makamba rentre définitivement chez eux à 20h. Une décision prise il y a quelques années par la direction provinciale de Makamba dans le cadre d'augmenter le taux de réussite, avait-elle annoncé. Différents parents sont déjà lamentés de cette mesure qui, selon eux, non seulement ne donne pas des résultats escomptés, mais aussi met leurs enfants en danger sécuritaire. Actuellement, certains parents se lamentent de nouveau des contributions dont ils sont obligés de payer pour la mise en application de la dite mesure. C'est à l'école fondamentale de Mabanda 1 où les élèves concernés sont ceux de la 7e jusqu'à la 9e année. À l'école fondamentale de Mabanda 1, le directeur Philippe Nkurunziza est en train d'exiger aux élèves de payer une somme de 2000 francs destinée aux primes de ceux qui viennent les surveiller pendant les séances d'encadrement qui se terminent à 20h. Mais ce qui est étonnant, c'est que les enseignants disent qu'ils ne touchent plus cet argent. Ces parents trouvent que cette mesure pourrait avoir permis que des détournements de fonds soient opérés par des responsables scolaires. Dans le deuxième trimestre, la direction n'a pas donné ses primes alors que les parents avaient donné leur argent. Il leur dit seulement qu'il va les régulariser après. Cela nous énerve, d'autant plus que les résultats scolaires de nos enfants ne progressent pas. La rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Firmin Nkurunziza, le directeur de l'école fondamentale Mabanda 1, mais sans succès. À titre de rappel, la dite mesure avait été imposée par la direction provinciale de Makamba il y a plus de 3 ans. De Makamba, cap sur Chibitoke, toujours au même chapitre. 5 900 francs burundais est la somme que le directeur de l'école fondamentale de Mabayi est en train d'exiger pour chaque élève de cette école. De l'argent que ce directeur dit qu'il est destiné à la construction de nouvelles salles de classe. Les parents de ces élèves s'inscrivent en faux contre cette collecte, affirmant d'ailleurs qu'aucune réunion à leur intention n'a été organisée pour en parler. Le détail avec Dani Claire Irakoum. L'école fondamentale de Mabayi est une école sous convention catholique. Selon notre source à Mabayi, le directeur de cette école collecte depuis un moment de l'argent au sein des élèves de cette école. Il exige à chaque élève une somme de 5 900 francs bourg. Ses parents trouvent que cet argent est une grosse somme, surtout qu'il y a des parents qui ont plus d'un enfant à cet établissement. C'est la vérité. Il collecte cet argent et une somme d'ailleurs considérable. Il s'agit de 5 900 francs bourg par élève. C'est vraiment une grosse somme. Imaginez-vous un parent qui a plus de 2 ou 3 élèves dans cette école. Vous comprenez que c'est encore dur. On a commencé à renvoyer les élèves qui n'ont pas payé cet argent pour d'autres. On les a pas donné les résultats du premier et deuxième trimestre. Ce traité fait tout pour obliger les élèves à payer cet argent. Ses parents font savoir qu'une telle décision ne devrait pas être prise avant de les consulter. Aucune réunion n'a été organisée à l'intention des parents pour les expliquer la mesure d'offre qui les ont informés qu'il s'agit de l'argent destiné à la construction de nouvelles salles de classe. Puisque cette école est une école sous convention catholique, c'est inimaginable qu'on décide de construire de nouvelles salles de classe sans consulter les parents et obliger chaque élève à payer une somme de 5 900 francs. Les parents demandent à la direction de cette école de ne pas continuer à renvoyer les élèves qui n'ont pas pu avoir cette somme. Par contre, organiser une réunion avec les parents pour tenter de trouver une solution. Toujours au chapitre éducation, la représentation des étudiants de l'Université du Burundi informe toute la communauté estudiantine
que la pré-bourse des étudiants est déjà disponible sur leurs comptes respectifs. La même représentation précise que pour les étudiants du baccalauréat 3, c'est la deuxième tranche qui est disponible. Pour ceux du baccalauréat 1, c'est la quatrième tranche. Pour ceux de médecine 5, 2 mois. Et pour ceux du baccalauréat 3 sortant, à savoir ISCO et médecine, 2 mois. La représentation des étudiants de l'Université du Burundi demande aux étudiants du baccalauréat 4, baccalauréat 3 et de baccalauréat 2 de patienter car le processus est en cours de traitement. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. La question des inondations répétitives et des dégâts qu'elles ne cessent de causer sur la population de la zone Gatumba en commune de Mutimbuzi est un autre signe éloquent qui montre que le gouvernement en place ne se soucie pas du bien-être de la population. C'est du moins la réaction de Frédéric Wambugnyumvira, un politique burundais qui a dans le temps occupé le poste de vice-président de la République. Pour Frédéric Wambugnyumvira, c'est étonnant voire honteux que le gouvernement n'ait encore choisi un remède pour le problème qui hante la population de la zone Gatumba. Je vous prie d'écouter Frédéric Wambugnyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Et ici, la question qui se pose, c'est la mission du groupe chargé de la gestion des catastrophes. Elle est orientée comment, elle est cernée comment, elle est organisée comment. Cette mission peut intervenir jusqu'où? Quelles sont les limites de cette équipe qui est chargée d'intervenir chaque fois qu'il y a des catastrophes? 3. La question de Gatumba. Gatumba est un emplacement qui est très connu. Ici, je m'interroge sur comment nos techniciens du génie civil ont laissé les gens construire dans une telle région qui peut être submergée par de l'eau. L'eau du lac Tanganyika qui monte de niveau et qui par conséquent entraîne la montée du niveau de la rivière Rusizi. Et les deux justement se versent sur Gatumba. Gatumba qui devient complètement immergé. Il se crée un lac là-bas, les populations vident les maisons, mais n'ont pas où aller. Nous sommes très étonnés de constater que nos amis, nos parents, nos frères, nos sœurs qui sont là-bas, toujours crient vers nous en disant « sauvez-nous ». Comme si au Burundi, il n'y a pas d'autorité qui puisse s'occuper des problèmes du genre. Alors, s'il y a Gatumba 1, il y a eu Gatumba 2, il y aura Gatumba 3, pourquoi ne pas penser définitivement à déplacer les populations de Gatumba et les installer ailleurs? Pour autant qu'il a été constaté que Gatumba se répète à des périodes données. Aujourd'hui, nous sommes au regret de constater que les populations n'ont pas où aller, les écoles sont fermées, les gens n'ont pas de toilettes, les gens ne peuvent pas se déplacer. Mais c'est une véritable catastrophe avec l'absence de l'État. Et l'absence de l'État, justement, devient une autre catastrophe. Frédéric Wambugnyumvira appelle au gouvernement via la commission chargée des catastrophes de se pencher sur la question et de chercher à résoudre définitivement ce problème. Suivez encore une fois Frédéric Wambugnyumvira. L'État doit comprendre que sa mission c'est là, d'intervenir chaque fois que la population le sollicite. C'est ça. Alors maintenant, je m'imagine que si l'État n'est pas capable d'intervenir dans telle situation, soit il refuse d'accepter qu'il a des problèmes pour qu'il puisse être aidé, soit il a pris la décision de malmener son peuple. Comment est-il possible que Gatumba puisse persister pendant 1 semaine, 2 semaines, et qu'il y a silence en termes d'action pour répondre aux préoccupations de la population? C'est une véritable catastrophe. Peut-être continuons à attendre et ou continuons à crier pour qu'une fois, peut-être cet État comprenne. Et j'ai aussi toujours dit que ce gouvernement, et sa mission, n'est pas pour répondre aux attentes de la population. Parce qu'on ne peut pas venir régler les problèmes de la population pendant 18 ans et constater que la population burundaise éprouve de la faim, est pauvre et apeurée. Et finalement, on peut se poser la question, où se trouve l'autorité? Je me suis toujours dit que l'autorité n'est pas là pour répondre aux attentes de la population. Elle est là pour elle-même. C'est le constat que nous faisons pour régler ses propres problèmes et rester le plus longtemps au pouvoir.
C'était Frédéric Bambuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. L'inquiétude d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène s'observe au sein de la population du quartier Gisio dans la zone de Kanyosha à mairie de Bujumbura. Pour cause, les inondations liées à la montée du lac Tanganyika détruisent les latrines et par conséquent, les déchets en provenance de ces latrines se déversent partout dans les ménages. Le point avec Elvis Nyomungé. Si rien n'est fait dans les médias, la population du quartier Gisio en zone Kanyosha risque d'être victime des maladies d'hommes sales. Selon la population de la dite localité, depuis la montée des eaux du lac Tanganyika, une montée qui a entraîné en même temps l'effondrement de leurs maisons, les latrines n'ont pas été épargnées. Aujourd'hui, selon la population du quartier Gisio, les déchets en provenance de ces latrines flottent sur les eaux qui inondent le quartier. Aussi, faute de latrines, la population fait tous les besoins dans les mêmes maisons. Les habitants du quartier Gisio craignent actuellement d'attraper des maladies des mains sales. Cela du fait que pour le moment, ils n'ont pas de latrines, car tous les lieux d'aisance ont été inondés. Quant à celui qui veut faire ses besoins, il le fait en plein air ou se cache quelque part dans le quartier. Le plus choquant, selon toujours les habitants du quartier Gisio, c'est que jusqu'à présent, ils ne savent rien de l'aide qu'ils ont sollicité de la part du gouvernement. Une aide qui consistait à leur fournir le désinfectant afin de tuer les microbes. En réalité, les latrines sont pleines d'eau jusqu'à ce que les déchets débordent et se déversent dans les ménages à cause de ces eaux du lac. Vous comprenez que quand les maisons ont été inondées, il est difficile que les latrines restent intactes. Ce qui reste, c'est que le gouvernement nous accorde les désinfectants que lui a demandé et qu'il nous construise des latrines, car jusqu'à présent, il n'a pas encore répondu à nos doléances. Sinon, vous comprenez que les conséquences seront multiples. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le chef de zone du quartier Kanyosha. Merci à toi, Elvis Nyomungere. Ouvrons le chapitre consacré aux nouvelles des réfugiés. Le gouvernement du Burundi et de la Tanzanie et le HCR font fait de tout bois pour réussir le rapatriement des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. C'est après avoir constaté que le taux de rapatriement volontaire des réfugiés burundais a fortement diminué depuis un certain temps. Au cours de la 23e réunion de la commission tripartite qui s'est tenue à Gitega du 10 au 12 mai courant, le HCR a promis de revoir à la hausse le paquet retour pour inciter beaucoup plus les réfugiés burundais au rapatriement. Je vous prie d'écouter Brigitte Mukanga Eno, la représentante du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR au Burundi. Nous devrions conjuguer davantage d'efforts pour renforcer cette réintégration, car sans la réintégration, nous nous retrouverons dans un nouveau cycle de déplacement. Si les rapatriés ne peuvent pas trouver les conditions nécessaires dans les zones de retour, ils ne pourront pas y rester. Et ils se mettront à se chamailler sur les maigres ressources avec les communautés hôtes. D'où la nécessité de les accompagner pour que le retour soit réellement durable. C'est dans ce contexte, pour renforcer les efforts de réintégration, que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR que je représente, avait pris une mesure pour augmenter le paquet retour, notamment la majoration de l'allocation financière, ce que nous appelons le cash grant, qui a été majoré de l'équivalent de $150 par adulte à $200. Et pour les enfants, c'était $75. Nous sommes passés également à $200. Ainsi, si nous avons par exemple une famille de 5 personnes, fait d'un père, d'une mère et de 3 enfants, ils pourront avoir l'équivalent de $1000. Ça, c'est le cash grant qui a été augmenté. Nous avons également, comme deuxième élément du paquet, l'appui pour les articles domestiques. Les articles domestiques, il y a un paquet équivalent à $200 par famille. Pour les articles domestiques, ce n'est pas individuel, mais c'est plutôt par famille. Et un troisième élément de ce paquet retour comprend le kit de construction pour les familles les plus vulnérables. Car, comme vous le savez, l'un des besoins élémentaires pour les rapatriés, c'est d'avoir un abri décent où ils peuvent rester. Et le kit du retour se chiffre à l'équivalent de $250 uniquement pour les familles vulnérables. Tandis que les autres familles qui retrouvent par exemple leurs abris, ils les réoccupent
dans l'état où ça se trouve. De son côté, la Tanzanie a salué les efforts du HCR dans le but de relever le taux de rapatriement des réfugiés burundais. Jumane Selemani Sagini, vice-ministre de l'Intérieur, représentait le gouvernement tanzanien dans cette réunion. Kwa siku za karibuni tumeona idadi ya wanaorejea inapungua. Ndio maana ya kikao hiki. Nous avons constaté que depuis ces derniers jours, le nombre des Burundais rapatriés diminuait progressivement. C'est pour cette raison que nous avons donc tenu cette réunion pour chercher ensemble ce qui peut provoquer le rapatriement des réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Une réunion de la commission tripartite Burundi-Tanzanie et au commissariat pour les réfugiés HCR à Ilie. Elle avait été précédée par une réunion du groupe de travail technique qui a duré des jours. Et aujourd'hui, c'est alors la réunion de ces pays si haut mentionnés. Nous nous sommes convenus qu'il faut renforcer le programme du rapatriement volontaire des réfugiés. Nous avons apprécié la mesure prise par le HCR de revoir à la hausse le kit retour des réfugiés qui rentrent au pays. Nous espérons alors que le HCR sensibilisera les réfugiés sur le rapatriement volontaire, car cette mesure pourrait les motiver. Nous saluons aussi les projets du gouvernement burundais de bien préparer le retour des réfugiés burundais. Quant à nous, nous affirmons que nous continuerons à sensibiliser les réfugiés burundais pour qu'ils rentrent. Nous ne les chasserons pas par des coups de pied ou des coups de poing. Ils rentreront volontairement dans la dignité humaine dans leur pays paisible pour se joindre à leurs compatriotes dans l'édification de leur pays. Le vice-ministre Jumaine Selemani Sagini tranquillise toutefois les réfugiés burundais. La Tanzanie ne pourra pas user de force pour contraindre les réfugiés burundais à rentrer. Il nie également tout acte de séquestration contre ces réfugiés. Encore une fois, Jumaine Selemani Sagini, vice-ministre de l'Intérieur de la République unie de la Tanzanie. Sasa nikienda kwenye maswali mliouliza, mengine ya uzushi tu, kwamba mara kwa mara wakimbizi wa Burundi wanaibiwa. Si j'aborde les questions posées, certaines d'elles étant des mensonges, comme quoi de temps en temps les réfugiés burundais vivant en Tanzanie sont cibles de cas de vol et de ménage et de maltraitement, et donc, que comptez-vous faire? J'ai la chance d'être du ministère de l'Intérieur de la Tanzanie, et c'est à ce ministère que revient la sécurité de la population et c'est bien inclus les réfugiés burundais. Une autre chance est que le service des réfugiés fait partie de mon cahier des charges et les camps des réfugiés sont dans les mains de notre ministère. Je témoigne au Burundais que les déclarations comme quoi les réfugiés burundais vivant en Tanzanie sont cibles de cas de vol et de maltraitement sont fausses. S'ils étaient maltraités, ils seraient rentrés non. Si vous voyez qu'ils sont toujours là-bas, c'est un signe que leur vie est très belle. C'est pourquoi ils sont satisfaits. En vérité, s'il y a des mauvais actes qu'ils subissent, ça serait des mauvais actes que subirait aussi n'importe quel citoyen tanzanien. Et s'il surgit dans les camps, en quelconque mauvais acte, nous le combattons normalement. Mais il n'y a pas de mauvais acte particulier qui cible les réfugiés burundais spécifiquement. Kama ni uhalifu ni uhalifu wa kawaida ambao anaweza kufanywa Mtanzania yote, anaweza kufanywa Burundi yote, lakini vitendo vya uhalifu vikitokea tunavishughulikia kama tunavyoshughulikia wahalifu wengine. Kwa hiyo hakuna matendo mahususi yaliyolenga makambi ya wakimbizi kwa athiri wananchi wa Burundi peke yao. Après une petite transition, c'est le moment consacré au mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur les messages véhiculés par les chansons de Bob Marley. Au cœur de la société vous est présenté par Emile Niwasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 11 mai, le monde entier a commémoré sa mort. 42 ans après sa disparition, la chanson de Bob Marley est toujours d'actualité grâce à son contenu. C'est son message transmis par ce chanteur-compositeur sur lequel nous allons nous focaliser dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 13 mai 2023. À la présentation, c'est Emile Niwasumba. Stand up for your right. Levez-vous et luttez pour vos droits. De nombreux artistes ne cessent d'interpréter sur scène les chansons de Robert Nesta Marley, dit Bob Marley. Le roi du reggae avait des messages auxquels la plupart des gens ne pouvaient et ne peuvent pas résister, selon le journaliste et directeur de la télévision Renaissance,
Innocent Mohozi. Et lui parlait surtout des problèmes des gens. Il y a quelques chansons d'amour qui sont d'ailleurs des très belles chansons. Mais l'essentiel de l'œuvre de Bob Marley et de beaucoup d'autres rastas, c'est vraiment le combat contre l'oppression, contre les injustices, contre la misère des petites gens, et contre les tyrannies et les guerres de pillage qui s'exercent à travers le monde. Donc Bob Marley, c'était un peu tout ça. C'était un musicien, mais c'est devenu pratiquement comme un leader spirituel, un leader moral des centaines de millions de gens à travers le monde. Au-delà de la très dansante et agréable musique, c'est le refus du racisme, le combat contre le racisme, que ce soit dans une chanson comme War, Redemption Song, Black Man's Redemption, Buffalo Soldier, etc. C'est le combat contre les divisions entre les gens. Quand par exemple dans Top Ranking, il dit que ils ne veulent pas nous voir unis, et chaque fois qu'ils nous ont l'impression que nous essayons de nous mettre ensemble, ils nous essaient de nous diviser avec différentes stratégies. Ils essaient de nous donner une éducation qui nous abrutisse, espérant que nous soyons incapables de voir où sont nos intérêts. Il y a beaucoup de chansons comme cela, où ils refusent la désunion, les conflits fratricides. Il y a des chansons qui sont des appels à la fraternité humaine, des chansons d'amour aussi. Il y a des chansons, la plus célèbre en Afrique à un moment, c'était Zimbabwe, au moment où il y avait le combat pour l'indépendance du Zimbabwe, et qu'un artiste de cette dimension-là fasse une chanson comme celle-là, une chanson de combat sans équivoque, quand il dit « tout homme a le droit de choisir son destin », et il n'y a pas d'exception à cette règle-là, comme pour dire pourquoi vous ne voulez pas que certains d'entre nous aient le droit de se battre pour leur dignité quand vous reconnaissez la dignité pour les autres. Donc ça, par exemple, c'est vraiment une chanson politique par excellence, et dans un contexte qui était un contexte extrêmement tendu, où ça pouvait déraper dans une violence extrême. Et Bob Marley débarque avec cette chanson Zimbabwe carrément nette comme celle-là. Africa Unite, l'unité africaine. Il y a beaucoup d'autres chansons, là. Disons son attachement à Jah, We Be Forever Loving Jah, etc. Donc il y a vraiment des diverses thématiques, mais qui toutes convergent vers une sorte d'élévation morale, spirituelle et un engagement politique sans équivoque. Y a-t-il un message à adresser aux autorités burundaises à partir du contenu des chansons de Bob Marley? C'est la question que nos confrères de la radio Inzamba ont également posée à Innocent Mohozi. Ceux qui tuent leur peuple, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils font du mal. Ceux qui pillent leur peuple, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font est mal. Ceux qui font des guerres de pillage dans d'autres, qui envahissent d'autres pays pour leur positionnement stratégique par-ci par-là, ce n'est pas parce qu'ils savent pas que c'est pas bon, c'est que c'est un choix qu'ils font. Ceux-là, vous avez beau prêcher, ils n'écouteront jamais tant que vous n'êtes pas capable de leur opposer un obstacle qui les oblige à reculer et à accepter que vous avez le droit de vivre avec votre propre dignité et faire vos propres choix. Ce qui se passe chez nous, pour parler de notre pays, ceux qui tuent les gens depuis 2010, un peu avant jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Et c'est souvent des gens qui vont à l'église avec des bibles, qui prêchent à l'église. Et ils savent tous que tu ne tueras point, tu ne prendras point ce qui ne t'appartient plus pas, etc., etc. Ceux qui se méconduisent ou ceux qui commettent des crimes le font parce qu'ils ont ils croient que leurs intérêts privés sont plus importants que les intérêts de leurs concitoyens qu'ils sont censés diriger, dont ils sont censés être le leader. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour ceux qui sont les victimes de cela, c'est à eux maintenant d'avoir la conscience nécessaire, de ne pas accepter de se laisser diviser d'un point de vue ethnique, racial, régional, religieux, d'être unis, de se battre pour la dignité. S'appuyant sur ces messages de Bob Marley, Innocent Mohozi estime que c'est l'unité des Burundais qui peut sauver le pays. Dans une interview qui a été remixée dans une des chansons qui ont été produites par un certain nombre d'artistes afro-américains, sur l'initiative, je crois, de Damian Marley, un de ses fils qui est un très grand arrangeur. Il y a une interview où il dit, mais combien de temps allons-nous souffrir avant de comprendre que nous devons être unis, hein? Ce n'est qu'en étant unis qu'on arrive à avancer dans son combat pour la dignité humaine. C'est parce que les gens étaient unis qu'ils ont pu avoir de l'indépendance. C'est parce que les gens étaient unis que dans certains pays, ils ont réussi à se sortir de la tyrannie du fascisme hitlérien. C'est parce que les gens étaient unis qu'ils ont réussi à se libérer d'autres tyrannies dans différents pays du monde. Donc c'est fondamental que la jeunesse burundaise, la jeunesse africaine comprenne que nous avons tous les mêmes aspirations, nous avons tous les mêmes chagrins, nous sommes victimes des mêmes tyrannies, et ce n'est qu'en se mettant ensemble qu'on peut arriver à construire des systèmes qui donnent de l'espace de vie à chacun, qui redonnent de la dignité à chacun, comme disait Sankara. Ce n'est qu'en se battant qu'on se libère, seul le combat libère en fait. Nous voyons tout ce qui s'est passé à côté de chez nous, au Rwanda, où les gens ont réussi à réaliser pratiquement un miracle, par le combat qu'ils ont mené, par le sacrifice qu'ils ont fait, par l'idée de l'unité. Mais nous devons tous choisir de respecter ces différences et de chercher le même épanouissement, la même dignité,
et pour nous et pour les autres. Et les autres, d'ailleurs, ils n'existent pratiquement pas dans le parler de Rasta. Ils disent souvent I and I. I and I, c'est pour dire, bon, littéralement, c'est moi et moi. Ils disent pas oui. Souvent, ils disent de temps en temps oui, c'est vrai. Mais quand ils utilisent cette expression de I and I, c'est aussi pour insister sur le fait que toi, tu es moi, moi, je suis toi. C'est un truc élémentaire, c'est à la limite de philosophie qui prêche la reconnaissance de la même chose dans l'autre. C'est quand on comprend que l'autre, c'est aussi soi-même qui nous ressemble, qui a les mêmes aspirations, qui a les mêmes douleurs, qui a les mêmes chagrins, bien souvent. C'est là que l'on comprend qu'en fait, on ne devrait pas se conduire comme des animaux les uns envers les autres, parce que quand on se conduit comme un animal envers l'autre, c'est comme si on se conduisait comme un animal envers soi-même, ou qu'alors on autorise quelqu'un à se conduire de cette manière envers nous-mêmes. Donc c'est cette aspiration à l'unité, à la compréhension que les êtres humains sont tous les mêmes, et qu'ils aspirent à la même dignité, et qu'il faut se conduire comme des frères et des sœurs. Pratiquement toutes les chansons de Bob Marley, vous retrouvez ces idées simples, élémentaires, mais aussi fondamentales. One love, one heart. L'importance de la musique de Bob Marley, c'est ce que nous expliquait le journaliste et directeur de la télévision Renaissance, Innocent Muhozi. Je le remercie. Merci également à vous tous qui avez suivi le mini-magazine Au cœur de la société. Vous étiez avec Emile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de chez Magus. Bon week-end à tous.